Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir de retrouver Georges Tira pour parler des Juifs de Pologne. Et tu veux nous parler d'un épisode où il y avait peut-être un roi juif en Pologne. Bien, Georges. Exactement. Merci, Johan. Alors, avant de commencer, écoutez, ce soir, j'ai un grand carnet de famille. Et ça, c'est sympathique. Johan, tu me mets en grand, s'il te plaît. Sinon, je suis perturbé par tous les amis qui regardent. Alors voilà, on a un grand carnet de famille et on va préparer des Mazel Tov. Alors déjà, ce soir même, il y a le mariage de la petite fille de Francis et Régine Marx. Donc, Mazel Tov à Francis et Régine. Claude Bloch et Chantal ont eu une arrière-petite-fille. Là, c'est encore une fois un Mazel Tov. Et puis, Micheline Cohen a aussi le mariage d'une petite fille. Et puis, Josette Lévy a marié sa petite fille. Vous voyez que ce soir, il y en a tout plein, tout plein. Notre ami Shoshana Kozinski et Michel ont eu un petit-fils, encore Mazel Tov. Et puis, pour finir, je vous annonce les fiançailles d'une petite fille de Maxime et Daniel Schiff. Donc ce soir, on est vraiment dans une soirée riche. En Mazel Tov, ce sont des bonnes nouvelles et je suis vraiment plus que content de pouvoir les communiquer. Mazel Tov à tout le monde, Rak Besorot Tovot, et que tous ces jeunes couples et ces petits bébés grandissent et vivent dans le bonheur, la joie et la paix. Voilà pour le carnet de famille. Maintenant, un petit résumé. Johan, j'aimerais bien que tu me mettes en grand, s'il te plaît. Il ne m'entend pas, le monsieur. Bon. Euh, alors, le résumé de la dernière fois, il sera assez rapide parce que on avait étudié le Vad Arba Aratzot, le Conseil des quatre pays. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire, simplement vous rappeler que c'était une espèce d'autonomie des Juifs en Pologne et Lituanie. Il y a d'ailleurs un équivalent en Lituanie qui s'appelle VAD de Lituanie. Et cette organisation a une emprise très très forte sur la communauté juive, une coercition religieuse, sociale, politique extrêmement importante. Maintenant, c'est aussi le foyer parfois de lutte entre les rabbins et les laïcs. Mais en tout cas, cette institution extrêmement importante qui assure une relative autonomie aux juifs a bien fonctionné, a peut-être un petit peu trop coercitive. Par contre, elle avait une fonction essentielle au regard du royaume de Pologne, c'était de collecter l'impôt. La communauté juive était soumise à un impôt global pour tout le monde et le VAD était chargé de collecter cet impôt. Cette situation va changer au XVIIIe siècle. Et comme l'impôt ne sera plus collecté collectivement, mais individuellement, ce qui d'ailleurs pour l'État polonais rapportera beaucoup plus d'argent, une des principales raisons d'être du Vaad Baratzot va disparaître et il finira par disparaître complètement vers la fin du XVIIIe siècle. Bien, ça c'est le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Je pense qu'avec ça, on est à peu près dans la course et on ne va pas s'étendre plus que ça, parce que ce soir, on a beaucoup de travail. Ce soir, on va parler, et j'avais abordé déjà un petit peu la question, mais je vous le rappellerai, la vie privée, donc le quotidien, si vous voulez, la vie privée et la vie religieuse des Juifs de Pologne avant les massacres de Chmielniki, donc avant 1648. Les choses changeront après, évidemment, nous l'étudierons plus tard. La grande question pour le Vad Arba Aratzot, nous sommes dans la période où justement ce Conseil des quatre pays a beaucoup d'emprise sur la communauté. Le Vaad a un problème majeur, ce n'est pas un problème, mais un souci, disons. Dès l'instant où la communauté juive est enracinée en Pologne, comment faire pour rester juif et ne pas choquer les chrétiens? On est là tout à fait, et de façon tout à fait typique, dans la démarche d'un juif de Galoute, un juif de diaspora. Comment faire pour ne pas choquer?
Alors, il y a déjà une première chose qui va se mettre en place, c'est le ghetto. Le ghetto, c'est pas le shtetl dont on parlera plus tard et que je vous déciderai bien en détail parce que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, le ghetto, c'est un principe de séparation entre les juifs et les chrétiens et notamment sur le plan de l'habitation. Alors, le ghetto, cette séparation a été décidée par le Concile de Latran en 1215. Ce ne sera appliqué en Pologne que vers 1564, donc 3 siècles plus tard, par le roi polonais Sigismund, qui interdit, il n'interdit rien du tout aux juifs. Il interdit aux chrétiens de s'installer dans les quartiers juifs, dans les villes de Pologne. C'est une interdiction à l'envers. D'habitude, on interdit aux juifs. Ben non, là, c'est aux chrétiens qu'on interdit. Maintenant, de leur côté, les juifs eux-mêmes vont dans le même sens. Et une des rubriques du statut de 1595 de Cracovie, c'est un statut très important qui va gérer toute la Pologne. Ce statut interdit aux juifs de quitter le ghetto le dimanche. On peut éventuellement, mais avec une autorisation qui est payante. Et en cas de transgression, il y a une amende. Les portes du ghetto sont fermées le soir et la vie finalement des Juifs se déroule entre leur maison et la communauté. Voilà. Alors, les ghettos sont souvent surpeuplés. Il y a de l'insécurité, mais l'insécurité qui provient de l'extérieur. Et tant et si bien que le roi de Pologne va finir par autoriser les communautés juives de fortifier les synagogues. Et nous avons l'exemple de synagogues dont le toit est plat et qui sont crénelées pour pouvoir se poster et défendre la synagogue à Lublin, Lvov, Brody, Tarnopol, Sagorod et Zolkiev. Il y a d'autres communautés encore, mais donc le roi autorise les juifs là à se défendre pour le coup. Exactement ce que, par exemple, certains pays actuels ne permettent pas à Israël, ne permettent pas trop de se défendre. Ben là, oui, on nous permet de nous défendre et on nous incite même à installer des synagogues fortifiées. Autre fléau qui frappe les quartiers juifs, c'est l'incendie. La majorité des maisons sont construites en bois et souvent des incendies se déclarent, notamment à cause d'un poêle mal éteint. Alors c'est dangereux. Les pauvres dont la maison a brûlé se retrouvent sans toit et sont souvent obligés de quitter leur ville et de voir où ils peuvent s'installer dans une autre ville ou un autre village. Des incendies comme ça, il y en a eu qui étaient célèbres à Kazimierz, donc à côté de Cracovie, en 1597, 1604, 1643, où presque toutes les maisons en bois ont été détruites. Et donc, vous voyez ce que ça entraîne. Le peu de souvenirs qu'on a ou le peu de livres qu'on a disparaissent, le peu de biens disparaissent également et on se retrouve à la rue sans rien. À Poznan également, et c'est tellement grave qu'en 1662, la municipalité menace d'expulser tous les juifs de Poznan si la communauté ne s'engage pas à veiller à ce que tous les soirs les poêles soient éteints. Quelque chose de très très bête, semblerait-il, mais tellement important. Je vais vous dire, dans des pays beaucoup plus proches de nous, on a des gravures, par exemple, d'Alphonse Lévy, qui montrent, pardon, non, je vous dis une bêtise là. Je vous dis une bêtise. Dans un petit village à côté de Colmar qui s'appelle Turkheim, aujourd'hui encore, ça c'est folklorique évidemment, on a un aboyeur public qui, alors c'est une cérémonie pour les touristes aujourd'hui, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, ce monsieur passait tous les soirs à 10 heures dans les rues du village pour appeler les gens à éteindre leur foyer. Et il passait avec une lanterne et puis un marteau, il tapait aux portes des maisons, dit éteignez votre feu, parce qu'il y avait un risque d'incendie. Donc, c'est pas seulement en Pologne, mais en Pologne, la majorité des maisons étaient en bois, parce que c'était le matériau le plus accessible, le moins cher et le plus facile à trouver. Une seconde, je vous prie, Lily. Tu veux demander à Johan qu'il me mette en grand? Moi, je suis complètement perturbé là. Ouais, Tu veux bien? ouais.
Alors, autre fléau qui sévit en Pologne, c'est la peste. Et il y a une obligation qui est qui est donnée par le Kaal de lui déclarer tout cas de peste, notamment dans les prescriptions de 1595 de Cracovie. La peste, vous savez ce que c'est dangereux. Et il y a eu pas mal de cas de peste à Poznan entre 1607 et 1613, à Lvov. Et à Lvov, lors du siège de 1648, il y a eu 10 000 morts de la peste, dont une grande proportion de juifs. Donc encore un fléau qui frappe ces villages. Le ghetto, ben, il est exigu, il est surpeuplé et il est sale. Il est sale. Ah, évidemment, il n'attire pas trop les juifs fortunés qui essayent plutôt de s'installer en dehors du ghetto. C'est pas très très bien vu, mais vous savez, quand on a beaucoup de sous dans la poche, voilà, ça va mieux. Quand on a beaucoup de sous dans la poche, on obtient des passe-droits. C'est un peu ce qui se passe. Alors, l'hygiène collective est très douteuse. Par contre, l'hygiène individuelle est poussée très très loin, notamment l'hygiène des femmes pour les raisons que vous connaissez. Il y a le mikvé, etc. Il y a toutes les prescriptions religieuses qui font que l'hygiène personnelle est de très très bonne qualité. À Lvov, par exemple, on a fermé les bains. Donc les bains, et dans les bains, il y a aussi une partie qui est mikvé. En 1608, ils ont été fermés. Ça veut dire quoi? La communauté a donné à un paysan polonais le droit de s'occuper des bains, de les entretenir, etc., moyennant finance, évidemment. Et il a été obligé de murer les bains, parce que j'imagine que pas mal de bains étaient à ciel ouvert, ou à peu près. On a un exemple de mikvé comme ça, pas très loin de Colmar, à Isenheim, qui était pratiquement à ciel ouvert. Et donc, il a été obligé de les murer, et c'est assez souriant. Il avait l'obligation de fournir 3 fois de l'eau chaude en 15 jours. Donc, sur une période de 15 jours, il fournissait 3 fois de l'eau chaude. Bon, les petits détails un petit peu souriants comme ça, mais ça donne une idée comment on vivait. C'était pas tellement simple que ça. Alors, si on va voir à l'intérieur des maisons, alors il y a peu, il en reste très peu, puisqu'elles étaient construites en bois, et donc avec le temps, elles ont effectivement disparu. Mais en gros, il en reste quelques-unes. En gros, dans une maison de 3 étages, pas très grand, 3 étages, vivent 15 à 20 familles, c'est-à-dire de 80 à 100 personnes. Ça vous donne la promiscuité qu'il pouvait y avoir dans ces maisons. Et alors, évidemment, pas tout le monde vit là-dedans. Les personnes riches, les juifs qui sont plus riches, ont des maisons individuelles. Ce sera le cas de Jean, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous donne ces noms et comment ça se fait que je puisse vous donner des noms. Bociani, Horowitz, Yekeles à Cracovie, Montaldo à Lublin, et un monsieur qui s'appelle Isaac Nachmanowitz de Lvov, qui possède, lui, à la fin du XVIe siècle, plusieurs maisons à façade monumentale, donc des maisons en pierre, de belles maisons de la fin du XVIe siècle. Il y a un autre juif qui s'appelle Moïse Kalaora de Cracovie, qui a acheté en 1635 65 maisons à Kazimierz, évidemment, pour la location. Alors, c'est étonnant qu'on puisse avoir de tels renseignements, de tels détails. D'où ça vient? Eh bien, il y a des historiens, des chercheurs, qui ont creusé et épluché des centaines de testaments. Et ce sont ces testaments qui nous permettent de donner des petits détails comme ça sur le niveau de fortune de certaines personnes nommément désignées. Et c'est par là qu'on apprend beaucoup de choses. Mais les deux derniers que je vous ai cités, Kalaora et Nachmanowitz, ce sont des exceptions. Ce n'est pas la règle. La règle moyenne, la générale, se rapproche beaucoup plus du testament de M. Elia Seligovitz de Lvov, qui est décédé en 1636. Et ce monsieur laisse à sa veuve la moitié de sa maison, parce que l'autre moitié appartient à son frère, et puis il autorise également sa belle-mère, donc la mère de sa femme, à rester vivre dans la maison en payant 1 zloty par mois.
Donc on est là tout à fait dans quelque chose de beaucoup plus modeste. Et encore, ce sont des gens qui possèdent une maison. Ce n'est pas toujours le cas. Alors on a aussi des descriptions dans ces testaments ou dans ces inventaires d'héritage du mobilier qui meublant. Alors évidemment, il est extrêmement modeste, mais curieusement, même chez les personnes fortunées, le mobilier est relativement modeste. Ça, c'est pour l'intérieur de la maison. Par contre, à l'extérieur, même les moins fortunés, pas les moins, mais des gens peu fortunés, veulent mener grand train, s'afficher, faire de l'esbrouf. Et les autorités communautaires, toujours dans l'esprit de ne pas choquer les chrétiens, ont cherché à freiner ces tendances qui étaient un peu excessives. Alors c'est quelque chose que nous connaissons très très bien aujourd'hui aussi. En Israël, au moins on est en Israël, on est entre nous. Mais allez voir en France ce qui se passe ou dans d'autres pays où on a des bar mitzvot qui sont des mariages, etc. Et donc, c'est quelque chose de choquant, d'exagéré et de prétentieux. Alors, on cherche à freiner ces tendances pour ne pas irriter les chrétiens. Et le statut de la communauté de Cracovie de 1595 interdit d'employer des chrétiens comme gens de maison. Alors, pour les employés, parce que le nombre de gens de maison est aussi symbolique de la richesse de la famille. Donc, pour employer des gens de maison, il faut une autorisation du Kahal. Dans tous les cas de figure, il était interdit à des gens de maison de dormir sur place, donc pas de bonne. Alors, il y a deux bonnes raisons à ça. Il y a une raison d'interdiction de par les chrétiens, pour les chrétiens de demeurer dans les quartiers juifs. Et j'imagine aussi que le Kahal se méfie d'un fils de maison peut-être un petit peu coquin qui pourrait aller compter fleurette à une jeune bonne dans la maison avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Oui, oui, c'est bon. Mais c'est bon, Lily. Donc, interdiction absolue de dormir sur place. En 1615, la ville de Cracovie interdit totalement l'emploi de chrétiens par des juifs. Ah, ça, c'est déjà une mesure moins sympathique. Ce n'est pas une interdiction de par les juifs, mais de par les chrétiens. Autre chose, toujours dans cette idée de vouloir limiter le matu vu, l'exposition de ses richesses, le Kahal fixe très exactement les sommes maximum à dépenser pour des fêtes et une somme qui est fixée selon le niveau d'imposition. Et alors, il y a un peu de souplesse évidemment pour les personnes les plus riches, comme d'habitude, mais voilà le barème, il est intéressant. Si on paye 10 grouches d'impôts, on a le droit d'inviter 25 hommes ou femmes mélangés. Si on paye de 10 à 20 grouches, on est autorisé à inviter 50 personnes. Si on paye de 1 à 2 florins ou des zlotys, là, on peut inviter 60 personnes. Et au-delà, il n'y a pas de limite. Et c'est un petit peu toujours le problème, c'est que quand on a des gros moyens, on n'a pas de limite. Dans le même esprit, les vêtements sont réglementés par les juifs et par les chrétiens. Alors, par les chrétiens, on a en 1538 à Piotrków un arrêté qui oblige les juifs à porter un vêtement distinctif, notamment un chapeau jaune sous peine d'une amende. Donc ça, c'est le côté pas très sympathique de l'affaire. En Lituanie, le Conseil de Lituanie limite les excès et peu à peu quand même, on s'assouplit. On s'assouplit et en 1643, le Vaad Arba Aratzot réduit le nombre de contrôleurs des mariages. Il y en avait 7, il n'y en a plus que 5. Donc, ce sont des fonctionnaires du Vaad Arba Aratzot qui vont dans les mariages vérifier si le nombre d'invités correspond à la fiche d'imposition. Et en plus, les contrôleurs désormais sont placés sous l'autorité de la communauté. Ça, c'est intéressant parce que quand c'est un employé qui vient de Paris en province,
il applique le tarif sans regarder ni à droite, à gauche. Quand c'est un employé dans la communauté, il connaît les gens, on se montre un peu plus souple, on peut s'arranger un petit peu. Donc voilà, on arrive à combiner un petit peu les choses et c'est appliqué avec un petit peu moins de rigueur. Alors l'idée, au fond, c'est de laisser les Juifs jouir de leur argent s'ils en ont un petit peu, mais sans blesser les chrétiens. C'est un subtil équilibre pour ne pas choquer. Je vous rappelle quand même que c'est un état d'esprit typique de la galoute. C'est d'ailleurs peut-être un peu le problème parfois, et je ne le dis pas du tout de manière critique, d'un jeune Israélien qui va Chutz Laaretz, il ne sait pas ce que ça veut dire, ça, se montrer modeste, se montrer discret. Donc il s'affiche avec ça qui passe, et si, et puis parfois il a des problèmes. Parfois il est un petit peu trop bruyant aussi, parce que comme on est en Israël, on est expansif, etc. Bon, ça passe pas toujours très très bien à l'étranger. Voilà. Alors, il y a des abus, et nous avons un auteur mystique qui s'appelle Hirsch de Kejtanov, excusez mon polonais, il n'est pas très courant, qui écrit un livre publié en 1665 qui s'appelle Kav Yashar, le chemin droit, le chemin honnête. Et il critique les tendances au luxe. Et voilà ce qu'il écrit. J'ai vu dans la rue des femmes juives habillées non pas comme des non-juives, mais comme des nobles. Combien d'hommes souffrent, alors il est très humoristique, hein. Combien d'hommes souffrent de ne pouvoir acheter de riches fourrures à leurs femmes. Voilà, donc voilà un monsieur qui dit un petit peu en souriant que franchement on exagère. Alors, il y a un système de valeurs dans le ghetto. On a vu l'habitat, on a vu les vêtements, on a vu l'affichage de la richesse. Voyons un petit peu quelles sont les valeurs qui concernent les juifs, les valeurs qui leur sont propres dans ce ghetto, quel est le contenu exact de leur foi, leur idéologie, comment se fait la diffusion culturelle et cultuelle, quel est le système éducatif. Nous sommes toujours là, en gros, avant 1648. Alors, la culture religieuse, avant 1648, en dépit de la pression du Vad Arba Aratzot, s'est un petit peu émoussée. On est un petit peu plus souple, un petit peu plus relax, un petit peu plus cool, comme on dirait aujourd'hui. Et preuve, cette phrase testamentaire de Rabbi Abraham ben Shabtai Horowitz, qui est décédé en 1615 à Cracovie. Voilà ce qu'il écrit. Celui qui apprend n'oublie pas facilement. Voilà pourquoi vous devez prendre avec vous vos livres à la synagogue et les lire lorsque le chazal, le cantor, écourte les prières. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Ça, j'imagine qu'il y a des moments où le chazal, au lieu de bien chanter, dit tout à voix basse, donc on accélère la tfila. Il dit, ben, prenez ce temps pour lire. En revenant de la boutique, de la foire, lisez pour votre femme et vos enfants. Faites en sorte que vos fils et filles prient et se conforment aux règles canoniques et morales. Vous savez combien j'ai eu de mal à vous élever. Faites-en autant pour vos enfants. Donc voilà un texte testamentaire qui dit ce qu'il faut faire. Le monsieur dit à ses enfants, voilà, répétez, répliquez avec vos propres enfants ce que j'ai essayé de vous inculquer. Alors, ce rabbi était un élève de Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Moshe Isserles, vous savez qui c'était vraiment une très très grande personnalité, mais avec une certaine ouverture d'esprit. Et pour lui, l'éducation est un devoir absolu, et pour les riches et pour les pauvres. Et la base en est clairement la Torah. Rabbi Mordechai Yaffé, écrit en 1610, alors, la pédagogie n'est peut-être pas d'une extraordinaire finesse, mais ça a fonctionné quand même. Lorsque l'enfant est petit, il dit des mots, mais il faut lui faire répéter des versets de la Torah. À l'âge de 3 ans, son père doit lui apprendre l'alphabet hébraïque et à 7 ans, le confier à l'école. Voilà, le Cheder. Or, Mordechai Yaffé est lui aussi un élève de Rabbi Moshe Isserles
et également de Rabbi Shlomo Louria. Ça, c'est pour les petits garçons. On n'a pas fini, on y reviendra après. Pour les femmes, ben, elles ne vont pas à l'école, tout simplement. Mais on publie beaucoup de publications pour elles. On publie des choses qui leur sont accessibles, n'est-ce pas? Les femmes, comme tout le monde sait, sont beaucoup moins intelligentes que les hommes. Je dis une bêtise. Et donc, on les cantonne dans les tâches ménagères, mais quand même pas seulement. Il y a des publications qui sont éditées pour elles sur une bonne conduite religieuse. On publie à Prague en 1604 un vocabulaire biblique en yiddish, parce qu'évidemment, le yiddish est la langue vernaculaire et comme les femmes n'ont pas d'obligation de prier, pour des raisons tout à fait nobles, je précise, comme leur fonction est d'élever les enfants et que l'éducation des enfants a largement la priorité sur tout le reste, elles sont dispensées des mitzvot qui se font en temps et heure, donc entre autres la tfila. On peut discuter de ça, être d'accord ou pas d'accord, mais peu importe, c'était le principe. Donc elles n'ont pas l'habitude de la prière en hébreu, donc on leur édite des termes de la Torah en yiddish. Ce bouquin s'appelle le Ber Moshe. Et puis, on édite une Bible des femmes en yiddish. Alors, cette Bible des femmes a été rédigée par Rabbi Yaakov Ben Isaac de Janov en 1622. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ce livre-là, qui s'appelle le Tsenarena, c'est un livre qui a une formidable audience dans le monde polonais, mais pas seulement. Il a été traduit en allemand, et il a été très largement diffusé dans toute la communauté ashkénaze de la vallée du Rhin. Et ceci jusqu'à une époque récente, ma mère et ma belle-mère, donc on est aujourd'hui, lisaient tous les soirs une page du Tsenerene. C'est un livre qui a eu une audience fabuleuse et c'était un livre de belles pensées, de passages de la Torah, éducatif pour les femmes évidemment, qui comprennent rien à rien, comme tout le monde le sait. CNRN, c'est vraiment, ça a été un livre très important, édité, réédité dans différentes langues, mais je me rappelle très très bien de maman qui lisait ça tous les soirs. Et ma belle-mère aussi, elle ne se serait jamais couchée sans avoir lu une ou deux pages de ce livre. Voilà. Donc c'était quand même un moyen pour les femmes d'accéder un petit peu à des choses religieuses. Sauf que les rabbins se plaignent et reprochent aux femmes de préférer les romans chevaleresques qui sont rédigés par Théodore de Vérone ou Hildebrandt et qui ont été traduits en yiddish chez Postik et Meisel de Cracovie. Alors voilà, un éditeur qui se permet d'éditer en yiddish des romans à l'eau de rose et les rabbins se plaignent du manque d'assiduité des dames autour d'eux à lire les livres qui sont faits pour eux sur la Torah. Voilà, alors il y a des écoles communautaires qui sont régies par la Chevrat Talmud Torah. La Chevrat Talmud Torah, c'est une émanation du Vad Arba Aratzot qui donne donc des instructions éducatives. Et il y a aussi des écoles privées. L'essentiel de l'enseignement est basé sur la mémoire. Il y a à ça deux raisons. C'est probablement une méthode pédagogique et c'est certainement parce que les livres sont chers. Donc, le mieux, c'est d'apprendre par cœur. Et puis, écoutez bien, parce que c'est une leçon pour nos jeunes ici aujourd'hui. Si l'enfant est doué, s'il montre qu'il a des capacités, il a le droit de rejoindre la yeshiva. Et sinon, il va apprendre un métier et il va travailler. Voilà. Donc, ne sont acceptés à la yeshiva que des gosses capables, doués. C'est pas simple. Le Talmud, c'est difficile et tout le monde ne peut pas y avoir accès. Voilà. Donc, en Pologne, cette Pologne tellement religieuse, tellement calée, telle qui a produit une telle somme de rabbins et de savoirs et de tchouvot et de livres, on fait une sélection chez les élèves. On a complètement oublié de faire ça ici, aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Alors, évidemment,
Les yeshivot polonaises, vous le savez, étaient très réputées dans le monde juif. Et Rabbi Moshe Isserles a eu, par exemple, un peu de problème à vouloir introduire dans sa yeshiva de Cracovie des méthodes un peu plus modernes, et notamment l'étude d'Aristote, un philosophe. Rabbi Moshe Isserles, c'est pas rien. Il voulait qu'on étudie Aristote. On va voir tout de suite que dans d'autres rabbins sont résolument opposés à cette approche à l'égard de la philosophie. L'étude d'Aristote et l'étude de la mystique. Mettez ça un petit peu derrière l'oreille parce que cette histoire d'étude de la mystique est très importante pour la suite des événements. Rabbi Moshe Isserles, je vous rappelle ces dates, c'est 1520-1572, donc à la fin du XVIe siècle. En 1530 est inauguré à Lublin l'ancêtre de la yeshiva Chachmet de Lublin, très très grande yeshiva, mais une grande yeshiva spécialisée dans l'étude de la halakha. C'est important, c'est important. Et elle est fondée par Rabbi Shalom Chartna, et qui enseigne donc toute la halakha et le Mishneh Torah et tout le système du Talmud qui nous mène aux décisions halakhiques. Ont enseigné là-bas Rabbi Shlomo Luria, même époque, 1510-1573, à ne pas confondre avec Rabbi Yitzhak Luria, dans tout autre chapitre, et Rabbi Meir de Lublin. Or, ces deux rabbins, qui sont de très très grande notoriété également, étaient résolument opposés à l'étude de la philosophie. On est là, à la yeshiva, et uniquement pour la Mishnah et la Gemara. Au XVIe siècle, on trouve également des yeshivot. Ça n'existait pas avant, il y en avait très très peu. À Poznan, ce qui existait, c'est un rabbin dans une communauté de très bonne qualité qui enseignait les élèves. Mais une yeshiva, c'est-à-dire un lieu de réputation qui rayonne, il y en avait très peu avant le XVIe siècle. Donc on inaugure également des yeshivot à Poznan, à Lvov, à Brest-Litovsk et voilà, Brest-Litovsk. Retenez le nom parce qu'on va y revenir tout de suite avec une histoire extraordinaire. Alors, ces yeshivot se sont multipliés au XVIIe siècle, mais avec un niveau très variable. Il y en avait de très très grands niveaux, dont certaines qu'on retrouve aujourd'hui ici, comme Slobodka ou Ponyovitch, d'autres encore, Lublin, et d'autres de niveaux beaucoup plus moyens, plus variables, à tel point que Rabbi Shlomo Ephraim de Lezilka propose de n'étudier que la Mishnah, mais en profondeur, plutôt que de faire un survol léger et peu approfondi et peu intéressant de l'entièreté du Talmud. Ça, c'est quand même très surprenant. Le niveau aurait-il tellement baissé pour qu'on veuille réduire le champ d'investigation, le champ d'étude, à uniquement une étude de la Mishnah? C'était probablement le cas dans un certain nombre de yeshivot. Quant aux écoles des communautés, les écoles qui existaient auparavant, elles n'étaient plus au XVIIe siècle que des îles pour pauvres. Elles n'avaient plus du tout de fonction scolaire. Rabbi Hirsch de Kejdanov, retenez ça aussi, dit que les maîtres sombrent dans un mysticisme le plus douteux ou ne sont plus que des fripons. Les maîtres sombrent dans un mysticisme douteux. Alors, retenez ça parce que vous allez voir où ça va nous mener. Et c'est un rave qui dit ça. Alors évidemment, ça ne vaut pas pour tous les rabbins, mais certainement, il y a eu un certain nombre de rabbins un peu plus douteux. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, rappelez-vous, il y a le Shiva de Brest-Litovsk. Et pourquoi? Parce que à Brest-Litovsk, le rave de la yeshiva s'appelle Rabbi Moshe Katzenellenbogen de Padoue. Non, pardon. Rabbi Shaul Katzenellenbogen de Padoue. Il a été envoyé là, Shaul, par son père, qui était Rabbi Moshe Katzenellenbogen de Padoue, en Italie.
une sommité rabbinique à l'époque, quelqu'un de très haut niveau, et son fils va enseigner donc à Brest-Litovsk. Et là, il y a une histoire. Et celle-là, il faut que je vous la conte, et on va commencer par le début. Euh, Ce Rav Meir Ben Yitzhak de Katzenelnbogen de Padoue est né en 1482 dans un village allemand qui s'appelle Katzenelnbogen. Rien à voir avec un chat ou avec l'épaule d'un chat. Ellenbogen, c'est un chat, une épaule en allemand, et Katz, c'est un chat. Ça n'a rien à voir, c'est simplement le nom d'une petite ville de Hesse. Voilà, il est donc né en 1482 et il décède à Padoue en 1565. On l'appelait aussi plus simplement Rabbi Meir de Padoue ou le Maharam Padova. Vraiment une sommité reconnue, etc., érudit. Rav de Padoue et de Venise, il habitait Padoue, mais se rendait régulièrement à Venise. Et c'est le fondateur d'une dynastie qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons par exemple à Winsenheim, alors Winsenheim, évidemment, c'est une ville connue dans le monde entier, c'est un petit patelin à côté de Colmar, où il y avait une grande communauté. Et au cimetière de Winsenheim, on voit encore aujourd'hui, très très lisible, la tombe d'un rabbi Rav Katzenelnbogen, qui a été le premier grand rabbin du Haut-Rhin, de Bâle et du Léman, curieuse association reconnue par la France. Voilà, oui, par la France. Donc, c'est un grand personnage aussi. Mais il y a plein de descendants dans cette famille, jusqu'à des noms un petit peu moins sympathiques comme Karl Marx, comme Mendelssohn, mais aussi une lignée énorme de rabbins de très 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 haut niveau jusqu'à aujourd'hui. Bien, alors, c'est une autorité du Talmud. Il s'est formé d'abord à Prague et ensuite à la yeshiva du Rav Abraham Mintz à Padoue, qui était également une sommité. Et d'ailleurs, il épousera la petite fille du Rav de la yeshiva de Padoue et plus tard sera lui-même Rosh Yeshiva. Alors, il a un fils qui s'appelle Shmuel Yehuda Katzelenbogen. Et voilà son histoire. Il y a un prince lituanien qui s'appelait Nicolas Radziwiłł, dit le Noir, surnommé Radziwiłł le Noir, qui veut faire pénitence parce que pendant une bonne partie de son règne, il a commis des atrocités sans nom. C'était une espèce de Dracula de la Lituanie. Il a massacré à tour de bras et il est très mal avec tous ces crimes qu'il a commis. Il ne se sent pas bien et il voudrait faire pénitence. Alors, il se rend à Rome pour rencontrer le pape et pour savoir quoi faire pour rattraper ses péchés, pour avoir droit un jour au paradis. Et le pape lui dit de congédier tous ses serviteurs, tous ses employés, et de vivre quelques années comme un mendiant vagabond. Vous vous rendez compte, le pape qui dit ça à un prince régnant, et d'aller vivre quelques années comme un mendiant vagabond. Les années passent, à la fin de sa pénitence, il est tellement pauvre qu'il n'a pas un sou en poche et il se retrouve à Padoue. Alors il demande de l'aide, à droite, à gauche, et il raconte son histoire de prince repentant, on lui rit à la figure et on le traite avec mépris. Alors en désespoir de cause, il va faire appel à Rabbi Meir Katzenelnbogen, le rabbin de Padoue, qui va le recevoir avec respect et qui va lui donner les moyens non seulement de rentrer chez lui en Pologne, mais avec un rang de prince. Donc il lui donne des moyens importants pour qu'il puisse rentrer chez lui la tête haute, si vous voulez. Alors au moment de partir, le prince demande au rabbin qu'est-ce qu'il peut faire pour lui. Il voudrait le remercier et qu'est-ce qu'il peut faire pour lui. Et le rave lui donne un croquis, une peinture, une image de son fils, Shaoul. Alors, il y a un petit épisode qui est un petit peu assez curieux.
Ce Shaul Katzenelnbogen, le fils de Rabbi Meir, est parti en Pologne et son père ne sait pas où il est, dans quel yeshiva. C'est quand même assez étonnant parce qu'il y avait quand même du courrier qui fonctionnait, pas beaucoup. En fait, je ne sais pas. Ça m'a un petit peu étonné, mais enfin, admettons. Et il demande donc à Radziwill, il lui dit, mon fils est parti il y a quelques années en Pologne, et je vous demande d'essayer de le retrouver, donc savoir dans quel yeshiva il se trouve dans le pays. Et à son retour, le prince respecte sa promesse. C'est déjà très étonnant. Il respecte sa promesse, il va visiter des yeshivot l'une après l'autre, et finalement, il va retrouver Shaul Katzenelnbogen à la yeshiva de Brest-Litovsk. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, retenez le nom, Brest-Litovsk. C'est un homme brillant, brillant, extrêmement cultivé, profond. Et le prince est tellement impressionné par ce garçon, c'est un garçon, c'est un homme, qu'il le ramène avec lui dans son palais, dans son château, et il lui fournit tout ce dont il a besoin pour poursuivre ses études, pour poursuivre ses recherches, et puis pour pouvoir rayonner autour de lui. Alors, des nobles viennent visiter Radziwill, évidemment, il est revenu en cour, et ils sont tout à fait impressionnés par la sagesse de cet homme, qui a une érudition immense et dont la renommée se répand dans toute la Pologne. Nous sommes donc là avec Shaul Katzenelnbogen. Première partie de notre histoire. Deuxième partie de l'histoire, le roi Stéphane Báthory. Alors, Stéphane Báthory, c'est un roi qui a été très sympathique pour les Juifs. Je vous le rappelle, on en a parlé. Ce roi décède en 1586. Et il y a en Pologne deux factions qui se battent pour le trône. En fait, en Pologne, on n'hérite pas du trône. On l'a déjà vu, ça. Le trône n'est pas héréditaire, on est élu au trône de Pologne. Et quand un roi décède, on élit un autre roi. Et il y a deux factions en Pologne, les Zborowski et les Zamoyski, qui sont évidemment pas d'accord, qui se tapent dessus, etc. Il y a beaucoup de candidats pour le trône, mais il n'y a pas d'accord entre les partis sur qui va régner sur la Pologne. Or, il y a une loi en Pologne qui interdit de laisser le trône vacant au-delà d'un certain temps assez limité. Et s'il n'y a pas d'accord, on doit nommer quelqu'un qui est complètement hors champ, un outsider si vous voulez, qui sera nommé rex pro tempore, c'est-à-dire un roi pour un temps défini, un temps limité. Alors on offre ce poste justement à Radziwill, parce que Radziwill est quand même revenu avec une aura, il a fait beaucoup de mal, mais il a payé, il a fait pénitence, et vraiment une pénitence dure, et on lui offre ce poste. Et il refuse. Il dit que non, 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 non. Il y a un homme qui n'est inféodé à aucun parti, qui est d'une très grande sagesse et d'une bonté inégalable et d'un savoir immense. Il a juste un petit défaut, et je ne vous dirai pas lequel. Il a un petit défaut. Mais si la diète le nomme à l'unanimité, je vous donnerai son nom et son défaut. Alors, ben, la diète, elle décide à l'unanimité de nommer le candidat de Radziwill. C'est un juif. Voilà notre roi juif de Pologne. C'est Shaul Katzenelnbogen. On va voir tout de suite qu'il va changer de nom. C'est une histoire incroyable. Un roi juif dans une Pologne anti-juive. C'est quelque chose de stupéfiant. Mais c'est une réalité. Alors évidemment, ça ne dure pas très très longtemps. Il est accueilli au cri de longue vie au roi Shaul. Vous voyez un peu la référence. Et on lui attribue un nouveau nom. On lui attribue le nom de Val. Vous connaissez certainement beaucoup de gens qui s'appellent Val, un nom assez courant. Et d'ailleurs, un des descendants de Katzenelnbogen, que j'ai bien connu, habitait Mulhouse et s'appelait Val. Donc ce nom a pérennisé. Alors Val, c'est un nom en allemand ancien qui signifie
un étranger de langue celte ou latine. Val, ça s'écrit à l'origine W-A-L-H. Vous pouvez faire le rapprochement avec Welsh. Welsh, c'est quelque chose de beaucoup plus connu. Il y a des Welsh dans les Vosges, par exemple, qui sont des descendants de peuplades celtiques. Donc voilà, on a un vieux mot allemand signifiant étranger parlant une langue celtique ou latine, Val, et on lui donne ce nom. On a donc maintenant le roi Shaoul Val, originaire de Padoue et régnant sur la Pologne. Alors, la durée de son règne est sujette à débat. J'ai cherché des listes des rois de Pologne. La vérité, je n'ai pas trouvé son nom. Parce que, évidemment, son règne a été court. Pour les uns, son règne a duré 24 heures. Ça ne semble pas tenir la route, ça, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Pour d'autres, quelques jours. Dans l'ensemble, on s'accorde à dire qu'il a régné quelques mois, 2, 3 mois, pas plus. Après, on est un roi, etc. Pourquoi je dis que ça ne tient pas la route? Parce que il est clair, ça c'est établi, qu'il a fait passer un certain nombre de lois favorables, très raisonnables et favorables à la communauté juive, pour partie pour améliorer la condition des Juifs, et d'autre part des lois très raisonnables pour tout simplement la population polonaise. Or, on ne fait pas passer des lois en 24 heures, surtout quand on vient vous dire du jour au lendemain, tu es roi de Pologne. Donc, raisonnablement, il a régné 2 ou 3 mois. Alors, l'histoire, évidemment, elle était un peu enjolivée avec le temps, parce qu'un roi juif polonais, c'est vraiment une légion d'honneur pour le peuple juif, évidemment. Mais c'est une histoire tout à fait stupéfiante. Un roi juif en Pologne au XVIIe siècle et qui a régné pendant un petit moment. Voilà. Alors, il y a beaucoup de descendance de Katzenelnbogen, je vous l'ai dit, et de Val, et qui, certains d'entre eux, c'est assez amusant, se considèrent encore aujourd'hui comme les héritiers du trône rabbinique. Parce que ce roi, on appelle ça un trône rabbinique de Pologne. Ça n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, vous imaginez bien. Et le symbole de ces gens qui se revendiquent comme héritiers du trône rabbinique, et c'est là qu'il y a complètement confusion, c'est un chat, parce que Katzenelnbogen, ce que je vous ai dit avant, c'est l'épaule d'un chat. Or, ça n'a rien à voir, puisqu'il s'agit donc du nom d'une petite ville en Hesse euh, de l'époque. Voilà. Ça, c'est l'histoire de notre roi juif de Pologne. Avouez que c'est quand même sympathique et assez stupéfiant comme histoire. Reprenons notre vie quotidienne en Pologne, de tous les jours. Un autre élément fondamental de la société juive polonaise est évidemment la famille, avec son pilier, le père, de droit talmudique, l'autorité. Alors, les moralistes se lamentent parce que, et par exemple, fin du XVIe siècle, Rabbi Moshe ben Henoch écrit dans un livre qui s'appelle le Brautspiegel. C'est le miroir de la fiancée, en traduction de l'allemand. Il écrit, voilà, aujourd'hui c'est pire, et demain ce sera encore pire qu'aujourd'hui, à moins que le Mashiach n'arrive. Nous voyons comment les jeunes filles se comportent devant les hommes dans la rue et dans les banquets, comme elles parlent sans honte. Les jeunes épouses s'habillent de robes de couleurs vives, d'or et d'argent, de perles. On voit les jeunes filles regarder les hommes dans les yeux, danser. Les épouses ne se soucient plus de la présence d'hommes jeunes et vantent la qualité de leurs serviteurs. Vous voyez, comme la police des mœurs veillait terriblement à l'époque en Pologne, et il y a une jeunesse qui pousse là et qui demande un petit peu à sortir de son carcan et à se libérer un petit peu. Alors voilà ce qu'écrit donc Moshe Ben Henoch. En fait, le principe est le suivant. Les hommes doivent se marier à 18 ans
les jeunes filles entre 12 et 14 ans. C'est pas très âgé quand même, hein. Et si ça n'est pas réalisé, ce sont les instructions du Vad Arba Aratzot. Si ça n'est pas réalisé, la communauté peut les y obliger. C'est quand même très strict comme condition. Alors, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une insécurité économique permanente en Pologne et ça pousse évidemment les enfants à marier, les parents à marier leurs enfants jeunes, mais pas mineurs quand même, mais jeunes, parce que ça fait une bouche de moins à nourrir dans la maison. C'est un risque assez courant. Et dans les familles aisées, on a un autre risque, c'est celui d'un mariage formel, c'est-à-dire un mariage qui n'a pas l'air très sur le papier. On dirait aujourd'hui un mariage blanc. C'est assez fréquent et c'est un danger pour l'institution familiale de leur point de vue à l'époque. Un garçon déclare à une petite jeune fille, je veux t'épouser, et la fille accepte un cadeau qu'il lui donne, ça y est, terminé, fini, ils sont mariés, sans consentement parental, et ça sape l'autorité parentale. Donc on crée un petit peu ce genre de mariage qui semble fabriqué, pas fabriqué. C'est pas très clair dans les textes de quoi il retourne, mais il semblerait que ce soit des mariages avant l'âge imposé par le Vad Arba Aratzot. Un peu plus tard, on pourra divorcer. Oh, ça donne du boulot pour les avocats, puisque j'en envoie une à l'écran et on pourra se remarier. Alors, les mariages sont arrangés, évidemment, comme toujours, très souvent à la foire de Lublin et à celle de Yaroslav. Vous savez que ces deux foires très importantes sont également l'occasion de la réunion des rabbins de Bologne pour discuter des problèmes halachiques, politiques, économiques et autres qui peuvent se présenter. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de ces foires? C'est que les Rosh Yeshiva viennent avec leurs élèves et les pères de jeunes filles qui ont des jeunes filles à marier viennent pour choisir un époux parmi les étudiants ayant déjà un diplôme. Voilà comment ça se passe. C'est pas nouveau, hein, vous savez. Hein, le 15 av était un jour où on sortait dans les champs pour aller se choisir un époux. Et évidemment, j'imagine qu'il y avait quand même un petit peu de surveillance des parents. Alors, quand l'époux il est choisi, un contrat est signé et une caution est versée. En cas de rupture de l'accord, la partie qui a rompu l'accord est obligée de payer des indemnités à la partie qui s'est maintenue, qui a respecté l'engagement. Il y a un tarif, il y a très souvent un intercesseur, évidemment, ce qu'on appelle un chatran. Quelqu'un qui dit, ah, moi j'ai une petite jeune fille très bien pour ton fils, ou l'inverse, etc. Bah, ce monsieur, il faut bien qu'il gagne sa vie. Alors, le tarif est fixé par le Vad Arba Aratzot également. Si la dot est payée en or et en argent, l'intermédiaire, le chatran, reçoit 2,5% de la dot. Si la dot est versée en perles et en livres, là c'est intéressant, en livres, on paye une dot en livres, pas des livres sterling, hein, on parle de bouquins. La dot, le chatran reçoit 1,25% de la valeur de cette dot. Alors, pour le mariage lui-même, ben, il fallait payer une taxe à la communauté. Il faut bien qu'elle vive, hein. Et parfois, ces mariages sont fastueux et choquants. Encore une fois, on retrouve ça, ce sont des écrits de rabbins qui disent on en fait trop. Et ça choque les chrétiens et il faut faire attention. Alors, par contre, ce faste, il nous indique autre chose. C'est que les écarts sociaux dans la communauté juive sont extrêmement importants. Entre le haut du panier, je parle du panier financier, pas intellectuel, et les gens les plus pauvres, le fossé est énorme. Voilà. On peut faire encore un petit morceau sur la situation de la femme, la situation sociale de la femme. Ça nous prendra quelques minutes. Le statut de Cracovie, toujours, 1595, disent que les femmes ne peuvent pas accéder à la synagogue, interdites de choule, sauf les invités
ou les jeunes mariés, les jeunes épousés dans l'année de leur mariage. Voilà. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Les Gabaïm, les membres du conseil communautaire, surveillent à l'entrée de la choule si personne ne vient, aucune dame ne vient, qui n'a pas droit d'accès à la synagogue. Par contre, dans d'autres domaines, la femme peut prendre, suppléer son mari qui est marchand. Elle peut l'aider, elle peut même le remplacer, mais elle n'a pas le droit de prendre de décision économique. Donc, elle a juste le droit de bosser, voilà. Mais elle n'est pas assez intelligente pour prendre des décisions. Voilà, ces gens savaient vivre, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, elle ne peut pas prendre de décision économique. Elle est vue, la femme riche, par exemple, comme très dangereuse. Ce sont des textes qui nous indiquent ça. Ce sont des indications du Conseil des 4 pays. La femme riche est dangereuse et si provocante qu'en 1595, il y a des statuts qui sont édictés avec un certain nombre d'interdictions. Dans le quartier juif, les femmes peuvent porter des parures d'argent ou d'or, mais pas à l'extérieur. Donc on peut se pavaner au ghetto, mais pas en dehors du ghetto. Il est interdit également de porter des corsets, des cols ornés d'argent ou d'or et de la dentelle sur la lingerie. Vous voyez qu'on va très très loin dans les prescriptions de modestie, Ovad, Arba, Aratzot. Mais il y a des exceptions quand même pour les fiancés une semaine avant les fiançailles et une semaine avant le mariage. Et puis aussi, encore 30 jours après le mariage. C'est un texte, écoutez bien. La femme ne peut plaire qu'un certain laps de temps restreint. Ensuite, elle entame une vie d'épouse besogneuse, d'où la coquetterie est bannie. On est au XVIIe siècle. Et on continue. À un certain âge, on ne dire plus de risque, elle peut se parer modestement. Écoutez, c'est un texte hallucinant. Hallucinant. Voilà. La femme, elle ne doit pas plaire. Point barre. Terminé. Alors, par modestie toujours, le statut de Cracovie interdit aux accouchés et aux femmes qui les veillent de jour et de nuit de jouer aux cartes et aux osselets. Ça, je n'ai pas très bien compris, mais c'est ce que j'ai trouvé dans les textes. Interdiction de jouer aux cartes, ça, je peux encore à la limite le comprendre. Les osselets, je ne vois pas où est le problème. Bon, bref. Le père de la fiancée verse une dot à l'époux et il est de coutume, et ça c'est intéressant, il est de coutume que le papa donne à sa fille une somme d'argent assez importante pour couvrir ses besoins sur une année. Et c'est une somme qu'elle va mettre de côté. En cas de problème, en cas de pépin, elle aura un peu d'argent. Et c'est pas une obligation, en fonction aussi des moyens, vous imaginez bien, mais c'est une somme pour la protéger en cas de problème. À Cracovie, les filles pauvres reçoivent une dot de la communauté et il arrive assez fréquemment que ce soit de riches marchands qui se chargent de doter ces jeunes filles. Donc, c'est dans l'air du temps, dans l'air de la tzedaka, etc. À la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, il y a une flambée de faillites dans les petits commerces et le petit artisanat des Juifs de Pologne. Fin du XVIe, pour des raisons politiques polonaises, pas juives. Mais en tout cas, on a une kyrielle de faillites et du coup, le Van Arbarassot va modifier les règles d'héritage. Et là, pour une fois, ils prennent des décisions qui sont extrêmement sages. Alors, pour les femmes qui recevraient une part de l'héritage paternel, euh, en cas de faillite, en cas de décès du père, pardon, excusez-moi, en cas de faillite du mari, lors du décès du père de la femme, elle reçoit une part d'héritage proportionnelle à sa dot. Normalement, les filles n'héritent pas.
sont les garçons. Or là, voilà qu'on introduit une part d'héritage pour les femmes dont le mari a fait faillite sur l'héritage du père. C'est intelligent, c'est nouveau, et ça sort donc à cette époque-là. En cas de faillite d'un marchand, l'épouse et les enfants doivent être pris en charge par la famille. Là aussi, c'est une décision du Vad Arba Aratzot. Mais surtout, ça c'est vraiment, vraiment un progrès, en cas de faillite, les veuves de marchands ont une priorité absolue sur les créanciers pour récupérer leur dot. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, une priorité sur toutes les créances pour récupérer, au fond, leurs biens d'origine. Et autre chose, en cas d'absence de faillite, donc on prévoit même le cas qu'un marchand ne fasse pas faillite, ça, il faut croire que ça existait, l'épouse hérite de son mari lors de son décès, soit la totalité de ses biens, ou pour le moins l'usufruit de la totalité de ses biens. Donc ça, ce sont véritablement des progrès sociaux pour la femme dans un environnement économique extrêmement difficile. En cas de divorce, le mari doit verser le montant fixé dans la ketouba, ça c'est une halakha, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une ketouba, et Rabbi Meir de Lublin donne une précision, c'est que ce montant de la dot, qui doit être remboursé, ne doit pas être, doit être fonction du lieu d'habitation et non pas du lieu du mariage. Et ça, c'est vraiment très intelligent. Prenez quelqu'un qui s'est marié à Sderot, pour un exemple, où le loyer d'un appartement, je donne des chiffres en l'air, ça n'a pas d'importance, est de 2000 shekels, et en cours de mariage, ils viennent s'installer à Jérusalem, où le même appartement coûte 8000 shekels. Ce que dit le Vad Arba Aratzot, le remboursement de la dot ne peut pas être calé sur le lieu du mariage, mais sur le lieu où habitait le couple au moment du divorce. C'est donc permettre à l'épouse, là également, de rebondir et de pouvoir vivre là où elle est. Cela dit, les cas de divorce sont extrêmement rares en Pologne. Ça, c'est clair. Par contre, des remariages après veuvage sont très, très fréquents. Et Rabbi Hanover, qui est une personnalité importante aussi, qui a donné beaucoup de Shelot Shuvot, précise qu'après les mariages de 1600, après les massacres, pardon, de 1648, les remariages étaient presque automatiquement autorisés pour repeupler Israël. Intéressant. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu hier soir un petit reportage où on est étonné du taux de natalité en Israël depuis le début de la guerre, où beaucoup plus de bébés naissent qu'avant. Et c'est la même réaction de repeupler le peuple d'Israël, c'est ce que les gens disaient d'ailleurs. On continue, on est là et on continue. Kol hakavod lahem. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici ce soir. Prochaine fois, on redémarrera avec l'image de la femme juive. Et puis, quand on aura fini ce chapitre général, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas qu'on parle de mystique. Eh bien, la situation après 1648 va donner naissance à une catastrophe, vous la connaissez, c'est Shabtai Tzvi, qui va certainement nous occuper pendant 2 cours, parce que vous connaissez tous l'histoire de Shabtai Tzvi, mais je crois que je vais pouvoir vous raconter quelques histoires complémentaires. Voilà, si vous avez des questions. Ah oui, euh, heureusement que j'ai une épouse qui me rappelle à l'ordre. Exceptionnellement, on ne fera pas cours dans 15 jours, mais la semaine prochaine. Parce que dans 15 jours, il y a un débat qui intéresse beaucoup, beaucoup de gens entre le philosophe Onfray et le Rav Zini de Haïfa. Donc, beaucoup de gens voudront y participer et c'est un peu dommage de le rater. Ce sont 2 personnages vraiment très intéressants. Et Rav Zini, pour moi, c'est une sommité exceptionnelle. Donc, on ne fera pas cours dans 15 jours, on fera cours lundi prochain et ensuite on reprendra notre rythme de 15 jours. Voilà.
mais on vous aurez des invitations, on vous le rappellera. Mais comme ça, merci Madame Spira qui me rappelle à l'ordre. Voilà, si vous avez... Merci Georges. Oui, Je réagis sur 3 points. Donc, ça veut dire que ceux qui habitent encore en France, tu espères que d'ici 2 semaines, ils feront leur alia pour venir écouter Georges Onfray. Ça, c'est la première oui, chose. et La pourquoi pas. deuxième chose, le reportage, ça m'intéresse. Si tu sais où tu as trouvé le reportage sur la natalité, avec plaisir. Et troisième Écoutez, chose, l'histoire du roi juif, ça m'a rappelé un peu les contes de Rabbi Nachman. Comment tu as raconté un peu, alors c'était marrant. effectivement, cette histoire-là, elle est tellement surprenante que on pourrait croire que c'est une histoire inventée. Mais c'est pas une histoire inventée. Il y a des traces. Il y a, encore une fois, dans la généalogie des rois polonais, je ne l'ai pas trouvé. Mais il y a des documents qui attestent du fait qu'il a été roi et ça correspond à une législation très particulière de la Pologne. Il y a certainement eu d'autres cas où ce n'était pas un juif qui a été nommé comme roi, mais il y a certainement eu d'autres cas. Ouais. Mais c'est une histoire très, très surprenante. Et c'est surtout une famille extraordinaire. Katzenelnbogen, c'est vraiment une dynastie tout à fait exceptionnelle. Voilà. Toda Rabba, voilà, maintenant, vous pouvez ouvrir les micros. S'il y a des questions, vous pouvez réagir. Oui, Sur Internet, ils disent qu'il a été roi un jour, le 15 août 1587. oui, je sais, mais moi, ça ne marche pas. Parce qu'il a pris, il y a un certain nombre de lois, et polonaises, et pour les juifs, qui ont été prises, ça ne peut pas être pris en 24 heures. Mais vous avez raison, vous avez le droit de douter de ce que je dis, parce que moi-même, Non, pas de douter. j'en suis pas sûr du tout. On n'a pas d'éléments historiques précis pour pouvoir affirmer ceci. Oui, oui. D'accord, sans douter, j'ai cherché quand même. Oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Ah, je voudrais dire à Johan, tu posais la question. Cette interview, c'était hier soir, la journaliste Haddad sur I24 après 9 heures, hier soir. Et vraiment, Toda, j'ai trouvé. J'ai c'était trouvé ça. touchant. C'était touchant. Voilà, merci pour la question, mais vous avez raison, c'est pas très, très, très clair, hein. Je pense qu'il y a aussi dans la mémoire juive polonaise pas mal de mythologie autour de cette histoire-là, mais bon, c'est une belle histoire. Vous allez voir que de la mythologie, on va en manger un paquet avec Shabtai Tzvi. Et Zini Onfray, on pourra l'écouter? Il y Ah aura oui. un Non. enregistrement ou un Oui, replay? oui, comme d'habitude. Ce sera enregistré et ce sera diffusé quelques heures après, 2, 3 jours après. Tu nous donneras le lien? Oui, tu me demanderas. Je ne sais pas, c'est le Centre Begin hein, qui organise ça. Merci. C'est Oui, pas... oui, mais le centre Begin met toujours en ligne. Je crois que c'est avec Tamid Reche. Je ne sais pas si c'est avec Tamid Rechet ou pas. Oui? OK. Non? Bon, mais voilà. Merci, Georges. Avec plaisir. Avec plaisir. Toda Bon, Rabba. autre question, ben, j'ai dû être clair. תודה רבה. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Les Bonsoir. garçons, petit Shabbat moment Shabbat. un peu sympathique ce soir. Voilà. Donc, à la semaine prochaine. Salut. Bonne semaine. Merci Merci. pareillement. Au Rak revoir. Besorot Tovot. Bye. Bonsoir, Lydia. Salut, bonsoir.